Dans l'histoire de la conquête spatiale, très peu de lanceurs peuvent être considérés comme mythiques. Pourtant, Ariane 4 en fait partie. Avec ses 116 lancements, ses 15 ans d'activité, sa fiabilité et son adaptabilité légendaire, ce lanceur aura marqué toute une génération de passionnés d'espace. Étant donné la quantité d'informations énormes qu'il y a à son sujet, cet épisode sera divisé en deux parties. Dans cette première vidéo, nous parlerons de la phase la plus cruciale pour un lanceur, sa conception et son développement. Parlons donc pour commencer de la conception d'Ariane 4. Dès 1979, l'année du premier vol d'Ariane 1, l'ESA planche déjà sur la version ultime en quelque sorte d'Ariane. En effet, Ariane 1 servait à tester le lanceur dans sa version la plus basique, Ariane 2 servait à tester les différentes améliorations et aussi à augmenter le poids de la charge utile qu'il était possible d'envoyer là-haut. Pour finir, Ariane 3 servait à tester les boosters, qui sont utilisés très massivement sur Ariane 4. L'agence spatiale compte donc finir avec un lanceur bien plus optimisé et surtout prêt pour l'industrialisation à grande échelle des vols spatiaux. Le premier projet prévoyait une augmentation de la charge utile jusqu'à 200 tonnes, 4 propulseurs d'appoint flanqués sur le premier étage, une augmentation de la taille de ce dernier et une augmentation du diamètre de la coiffe jusqu'à 3,8 mètres, permettant presque de rivaliser avec les 4,5 mètres de diamètre de la soute de la future navette spatiale américaine. Dès 1980, l'ESA débute la construction du bâtir ELA-2 à Kourou, qui sera dédié à Ariane 4. Mais on se rend compte que le projet alors en étude ne permet pas d'envoyer de charge utile suffisamment massive en orbite. Le CNES propose alors une nouvelle version. Ariane 4 devra être capable de lancer 2 satellites à la fois. Et pour cela, les dimensions du premier étage vont être revues à la hausse, un 5e moteur Viking sera rajouté au premier étage. En 1981, Ariane 4 est définitivement acceptée par l'ESA. La mise en service commerciale est alors prévue pour l'année 1986. Une modification sera encore apportée au futur lanceur, et pas des moindres. Ariane 4 sera une fusée adaptable. En fonction des charges utiles à lancer, elle pourra être équipée soit de 2 ou 4 boosters à poudre, ou alors de 2 ou 4 boosters bien plus puissants à ergot liquide. Enfin, il sera également possible de la faire voler avec 2 boosters à poudre, et 2 boosters à ergot liquide. Pour finir, il est également possible de la faire décoller sans aucun propulseur d'appoint. Grâce à la présence de ces nouveaux boosters liquides bien plus puissants, il est alors inutile d'ajouter un 5e moteur Viking au premier étage pour assurer la propulsion. On en profite aussi pour développer une toute nouvelle gamme de coiffes qu'il sera possible d'utiliser, afin de permettre une plus grande adaptabilité. On réfléchit également au fait de ne pas larguer les boosters liquides après leur extinction. En effet, étant donné la masse d'ergot qu'ils emportent, ils s'éteigneraient alors 9 secondes seulement avant le premier étage. Il serait donc inutile d'apporter du poids supplémentaire pour des mécanismes devant servir à séparer les boosters. Mais finalement, la masse d'ergot fut revue à la baisse et les boosters se séparant finalement comme prévu. En 1983, les passagers du premier vol d'Ariane 4 sont enfin connus. Il s'agit d'un satellite expérimental nommé Athos, et d'un autre satellite nommé Meteosat 3, et également de 2 petits satellites radioamateurs, Arsène et Amsat. En 1984, les différentes simulations sont entamées, mais sont nettement plus longues et ardues que d'habitude, étant donné l'énorme possibilité de composition de la fusée en fonction du nombre de boosters et de la coiffe choisie. De plus, tout est fait pour qu'Ariane 4 soit extrêmement fiable. En effet, elle est conçue pour durer au moins 10 ans avant d'être remplacée par une potentielle Ariane 5. En cas d'échec répété, il faudrait alors retourner sur la planche à dessin pour des améliorations du lanceur, ce qui engendrerait de nombreux coûts supplémentaires. Mais comme nous le verrons dans la deuxième partie, cela n'arrivera pas,
étant donné la fiabilité exemplaire d'Ariane 4. Vers la moitié de l'année 84, les choses sérieuses commencent vraiment. La coiffe est testée en effectuant des tests de séparation avant qu'elle ne soit finalement validée en avril. En mai, on teste le premier étage. En juin, on teste aussi le raccordement avec les bras ombilicaux de la tour de lancement. En novembre, c'est au tour du système permettant l'envoi de 2 charges utiles, le Spelda, d'être approuvé comme étant prêt pour le vol. Par la suite, on réalise plusieurs mises à feu des moteurs à Vernon, dans le centre de la France, notamment en testant des allumages de 15 secondes, simulant ainsi un tir avorté. Un dernier tir statique des moteurs Viking sera réalisé pendant 210 secondes. Jamais ce moteur n'avait fonctionné aussi longtemps d'un seul coup. Une grosse différence est tout de même à noter dans ces essais. Il n'y aura aucune mise à feu statique du lanceur complet, ni aucune mise à feu statique du premier étage équipé de ses boosters. Les as jugeant ça inutile, étant donné qu'il s'agit presque des mêmes éléments qu'Ariane 3. Et en plus, cela permet de gagner quasiment 6 mois sur le calendrier. En fin d'année, on construit une maquette réduite d'Ariane 4, que l'on place en soufflerie, et on augmente le vent jusqu'à dépasser max 7. Et malheureusement, quelques erreurs ont été repérées, ce qui entraîna des retards, repoussant ainsi le vol inaugural à fin 1986. Dans la vidéo sur Ariane 2 et 3, je vous expliquais pourquoi les tuyères des boosters étaient aussi excentrées. Eh bien avec Ariane 4, c'est tout l'inverse. On va au contraire recentrer la tuyère des boosters de 2 degrés, les perturbations engendrées par cette inclinaison étant minimes grâce aux quelques changements de l'étage central. 1985. L'année débute pour un test crucial pour la suite du développement, et ça concerne les boosters à ergol liquide. En effet, on ne sait pas ce qu'il advient au niveau poussée et ergol d'un moteur Viking quand on le laisse épuiser tout son carburant. D'habitude, il est largué avant cette étape. Pour cet essai, de nombreuses précautions ont été prises. La zone de sécurité autour du pas de tir a été augmentée de 150 mètres et aucun spectateur n'est autorisé à assister à ce test. Finalement, l'essai se déroule à la perfection, permettant donc la suite du développement. Dans l'été de la même année, on commence enfin à assembler le premier étage, devant servir au vol inaugural. Dans la suite de l'année, on réalisera encore de nombreux tests sur les toutes nouvelles parties d'Ariane 4, tests qui se déroulent tous à la perfection. On est désormais en 1986, date prévue pour être celle du vol inaugural du lanceur. En février, on réceptionne la coiffe à Kourou, ainsi que les 2 boosters. En avril, ce sera au tour de la case à équipement et du Spelda, puis petit à petit, tous les différents étages sont enfin réceptionnés à Kourou. Le premier satellite à être livré est Météosat, et le 16 décembre, la coiffe est prête à être installée sur son lanceur. Néanmoins, à cause de nombreux problèmes mineurs, la campagne de tir s'arrête pour reprendre plus d'1 an plus tard, en 1988, car tout doit être parfait pour ce premier vol. Un échec signifierait des retards de plusieurs mois, voire années sur tout le programme. Finalement, le 29 avril, Ariane 4 dans sa version avec 2 boosters liquides et 2 solides, que l'on appelle Ariane 44 PL, est transféré sur le pas de tir. Le premier vol d'une Ariane 4 est ainsi fixé au 18 juin. Je sais pas vous, mais je me sens un peu perdu avec toutes ces infos. Je vous propose donc de faire un résumé complet du lanceur qu'on a sous les yeux, sur le pas de tir. Ariane 4 est le plus grand lanceur européen jamais conçu, 57 mètres de haut pour 460 tonnes, avec de nouvelles coiffes, un étage central rallongé et de gros boosters liquides et à poudre. Détaillons un peu tout cela. Ariane 4 est une fusée à 3 étages. Le premier est appelé le L220. Il est propulsé par 4 moteurs Viking 5, alimentés par de l'UH25 et du peroxyde d'azote. Ergols qui sont stockés dans 2 gros réservoirs cylindriques qui composent la grande majorité du premier étage, bien qu'on puisse également noter la présence d'un petit réservoir d'eau tout en haut de l'étage. Enfin, on peut également noter que la version Ariane 40 sans booster avait une légère différence par rapport aux autres versions. Les points d'accroche des boosters sur l'étage étaient recouverts pour améliorer tout simplement l'aérodynamisme. En fonction des versions, Ariane 4 pouvait utiliser un ou plusieurs propulseurs d'appoint, appelés PAP pour propulseur d'appoint à poudre et PAL pour propulseur d'appoint liquide. Commençons par parler des PAL, les boosters à ergols liquides donc. Ils mesuraient 19 mètres de haut et possédaient un unique moteur Viking 5, similaire à ceux utilisés sur le premier étage.
ce qui permet d'harmoniser la fabrication et de réduire les coûts de production. Il possède quelques particularités intéressantes. Premièrement, contrairement à la majorité des moteurs à carburant liquide, la tuyère n'était pas orientable. C'est le premier étage qui assure la tenue de la bonne trajectoire grâce à ces moteurs. Deuxièmement, on pourrait s'attendre à ce que l'on coupe le booster avant que le carburant vienne à manquer. Sauf qu'en réalité, pendant les vols, on laissait tout simplement le booster épuiser complètement son carburant. Ce qui fait que quelquefois, un booster pouvait s'éteindre plusieurs secondes avant les autres. Mais pas d'inquiétude, cela est totalement prévu et calculé. Ils seront par la suite séparés grâce à l'explosion d'une charge qui casse le système d'attache. De petits moteurs se mettent alors en route pour pousser les boosters loin du premier étage et ainsi éviter toute collision. Pour les propulseurs à poudre, ce sont quasiment les mêmes que ceux d'Ariane 3. Mais contrairement à cette dernière, les boosters ne sont pas allumés quelques millisecondes après le décollage, mais à l'instant même du décollage. En effet, Ariane 4 ne pourrait pas décoller grâce à ses moteurs Viking seuls quand elle est équipée de boosters. On va enfin pouvoir monter un peu plus sur la fusée, car nous allons parler du deuxième étage, appelé L33. Il est très semblable à celui utilisé par Ariane 1, 2 et 3, mais il est quand même un peu renforcé car il doit soutenir un plus grand poids. Il est propulsé grâce à un unique moteur Viking utilisant le même type d'ergol que le premier étage. En tout, cet étage mesure 11 mètres de haut. Passons ensuite au troisième étage, le H10. Mais pour une fois, cet étage n'utilise pas de moteur Viking, mais un moteur HM7B qui carbure à l'hydrogène liquide et oxygène liquide, ce qui produit donc de l'eau. Oui, le troisième étage d'Ariane 5 est un moteur à eau. C'est le plus petit des étages d'Ariane 4, avec seulement 9,9 mètres de haut. Contrairement au deuxième étage qui fut un peu modifié, le troisième a dû être entièrement renforcé, car pour lui, les efforts qui lui sont appliqués augmentent de 90%, ce qui est tout simplement énorme. Il est donc par conséquent également bien plus lourd que ses précédentes versions. Si on monte encore dans la fusée, on trouve la case à équipement, qui contient tous les systèmes permettant de contrôler le lanceur pendant son vol. Par rapport aux versions précédentes d'Ariane, la case a été complètement refaite et devient alors plus légère et optimisée, avec par exemple l'utilisation de pièces en fibre de carbone ou de nouveaux instruments de contrôle plus modernes. Elle ne mesure qu'1 mètre de haut, mais a la lourde responsabilité de supporter le poids et les contraintes de la coiffe ainsi que des charges utiles, qui sont toutes disposées au-dessus d'elle. On atteint enfin le sommet d'Ariane 4, avec la coiffe et le Spelda, qui est la contraction de structure porteuse externe de lancement double Ariane. Le Spelda est une des pièces les plus importantes de la fusée, car c'est elle qui permet l'envoi de plusieurs charges utiles sur un seul lancement. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple. Le premier satellite, sous la coiffe, sera en quelque sorte encapsulé complètement par le Spelda. Un adaptateur permet ensuite d'adapter le haut du Spelda à l'autre satellite. Et c'est comme ça que l'on peut réaliser des lancements doubles. Le dernier élément reste donc la coiffe, qui est disponible en une multitude de versions, ce qui permet de l'adapter à la ou les charges utiles. Il existait une dernière structure qui permettait l'envoi d'un satellite principal et d'autres plus petits. Cette dernière était appelée le système ASAP, mais ne fut que très peu utilisée. Et voilà, on a fini notre tour du lanceur. Comme j'ai dit en début de vidéo, cet épisode sur Ariane 4 sera séparé en 2 parties. Dans une prochaine vidéo, on parlera donc des différents vols d'Ariane 4. En attendant, abonnez-vous si vous le voulez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.